Eh bien, bonsoir. Je voudrais évoquer là une question qui a été posée à l'issue d'une séance de Zazen, mais qui n'a pas pu être enregistrée pour des raisons techniques. Et de fait, j'y reviens cette fois. La question a été posée par une personne qui est plutôt débutante. Elle a quelques mois de pratique. Et elle s'énonce ainsi, je la récite de mémoire. Existe-t-il des éléments extérieurs qui puissent nous permettre de comprendre ou de ressentir la vacuité? Alors, je dirais que tous les éléments qui nous entourent, toutes les formes qui apparaissent à notre conscience, tous les sons, toutes les sensations manifestent la vacuité. Mais bien entendu, encore faut-il la comprendre. Alors il existe des explications plus ou moins satisfaisantes concernant la vacuité. Alors celle qui est relativement facile à comprendre, c'est l'interdépendance des phénomènes. Donc cette vacuité-là explique que aucun phénomène n'existe par lui-même et que dans l'univers, tout est interdépendant. Alors, ça veut dire quoi en gros, hein? Ça veut dire que on nomme une chose, un phénomène, souvent à partir de sa forme. Par exemple, une voiture, ça a quatre roues, une carrosserie, des vitres, un volant, et si vous dessinez quelque chose un peu comme un enfant qui ressemble à une voiture, on reconnaît la voiture. Alors évidemment, quand on parle de voiture là, on ne donne pas la marque ou le numéro de série, hein, c'est une voiture, c'est quelque chose qui est un concept. Tout le monde comprend bien ce qu'est une voiture. On pourrait aussi faire la même chose avec les objets naturels, les animaux. Hein, vous dessinez un chien, un coq, un poisson, on peut dessiner des arbres. Mais toutes ces choses-là donc, sont des représentations mentales. Ce sont des conceptualisations. Par exemple, tout le monde a en tête la notion d'humanité. Eh bien, l'humanité, c'est un concept. Ça n'existe pas, l'humanité. Ça n'existe que parce qu'on a conceptualisé une réunion d'individus ou une représentation d'humains. Hein. Mais en dehors de cette case qu'on a construite, il n'y a pas d'humanité. De la même façon qu'il n'y a pas de race, qu'il n'y a pas de chien ou de chat. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de race, qu'il n'y a pas de phénomène, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Auquel cas, ce serait une conception nihiliste. Il y a bien quelque chose, mais il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui existe en tant que phénomène en soi et une projection de ces phénomènes mentales, une projection mentale de ces phénomènes. Et d'une certaine façon, la projection mentale est un phénomène surnuméraire.
C'est-à-dire que si je prends un marteau, et tout le monde va reconnaître le marteau, on va bien comprendre que le marteau est composé d'un manche je dirais, d'une masse en métal fixée dans le manche qui sert à taper sur des clous, en principe. Et bon, mais cet objet-là, ce marteau-là, tel qu'on se le représente, on dit ben, il est vide de nature propre, il n'existe pas de marteau si on enlève le bois, si on enlève le métal, si on enlève la fonction du marteau qui a permis en fait de créer ce marteau. Donc le marteau en soi, ça n'existe pas, c'est un objet. Pour autant, si on se donne un coup de marteau sur les doigts, on ne peut pas dire que le marteau n'existe pas. Ça fait mal, hein, à minima. Donc c'est important, c'est de différencier les phénomènes composés des phénomènes tels qu'ils sont en eux-mêmes. Alors quand on parle de phénomènes composés, ça veut dire des phénomènes qui sont constitués d'agrégats qui ont permis leur constitution. Mais il existe bien entendu des phénomènes avant même qu'ils soient représentés dans le mental. Hein. Par exemple, tout le monde reconnaît cette clochette, je la frappe, elle existe. Du reste, elle a produit un son. Ce son, vous l'entendez, je l'entends. Et bien entendu, j'ai dit que c'était une clochette, mais je n'aurais pas nommé l'objet, vous auriez bien compris qu'il s'agit d'une clochette. Hein? Mais si je vous demande maintenant, faites sonner la clochette qui est dans votre mental, là, ça vous pose un problème, parce que cette clochette dans le mental, elle ne sonne pas. Elle ne peut pas sonner. Donc la seule clochette qui sonne, c'est celle-là. Celle-là, elle existe. Celle que vous entendez, celle que vous voyez, celle que vous avez dans le mental, elle n'existe pas. Parce que si elle existait vraiment, vous pourriez la faire sonner. Est-ce que vous comprenez ainsi quelle est la vacuité du phénomène composé parce qu'il est donc représenté comme un reflet dans le mental. Donc on peut penser que quelque part, une fois qu'on enlève les reflets du mental, il reste le mental vide de reflets, un peu comme un miroir vide de reflets. Mais ce miroir-là, si vous essayez de le trouver, de le voir, vous échouez. Si vous allez à la recherche de votre esprit avec votre esprit, vous échouez. Parce que le miroir n'est pas un objet phénoménal. Ce n'est pas un phénomène. Donc la vacuité du miroir elle-même ne peut pas être celle de l'interdépendance des phénomènes. Pour autant, si on considère que ce miroir existe, et évidemment on ne peut pas nier qu'on puisse avoir conscience des choses, on ne peut être amené à faire de ce miroir un objet, un phénomène. Et c'est là justement que se pose le problème, c'est que ce phénomène miroir est du coup un objet surnuméraire. C'est, si on considère par exemple que le miroir est l'esprit, ou l'âme, une fois qu'on enlève tout ce qui est en dehors qui n'appartient pas à l'esprit, eh bien cet esprit-là, on ne peut pas le trouver.
Et si on ne peut pas le trouver, ça ne veut pas dire, c'est pas pour autant qu'on le vide, c'est simple qu'il est vide. C'est simplement parce que il n'est pas phénoménal. Mais il ne suffit pas de dire qu'il n'est pas phénoménal. Il faut voir si véritablement il a une existence propre ou bien s'il n'en a pas. D'un point de vue éternaliste, ce miroir qu'on peut appeler l'Atman, l'esprit, il existe. N'étant pas un phénomène, il n'est pas contingent, il n'est pas impermanent. Et donc on est là dans un registre éternaliste. Mais l'expérience zen de la vacuité, donc cette expérience qui permet de voir la vacuité, montre que ce miroir n'existe pas. Il n'y a pas de miroir, il n'y a pas d'Atman, et c'est ce qu'on appelle l'anatman. Le Bouddha, le bouddhisme, repose sur l'anatman. Alors on dit quelquefois le concept d'anatman, mais ce n'est pas un concept. Ça peut être un concept philosophique, mais quand on le dit comme ça, c'est un concept plutôt nihiliste. En réalité, l'anatman, ce n'est pas rien. Je disais tout à l'heure, si vous voulez voir la vacuité, les objets, les éléments qui manifestent la vacuité, ce sont les objets durs, la clochette. Là, vous l'entendez, elle est palpable. On dit que la forme est le vide et le vide est la forme. Et donc quand vous voyez les formes, quand vous voyez les éléments extérieurs ou même intérieurs, parce qu'il n'y a pas d'intérieur ou d'extérieur à la vacuité. Et donc quand vous voyez les formes, vous voyez la vacuité. En fait, à condition que ces formes ne soient pas des représentations mentales. Il ne suffit pas de dire je vois la vacuité. Ça, c'est parce que, bon, on dit les formes sont le vide et le vide sont les formes, et le vide est la forme. Mais ça ne suffit pas de dire que c'est la vacuité. Il faut vraiment la sentir, la voir au sens d'une expérience visionnaire, et bien entendu la comprendre. Alors, il existe un koan qui était posé par un maître zen qui s'appelait Tokuzan. Et ce maître avait l'habitude de brandir un bâton et il disait à ses élèves, si vous appelez ça un bâton, vous aurez 30 coups de bâton. Si vous ne l'appelez pas un bâton, vous aurez 30 coups. Comment allez-vous l'appeler? Alors, là, Tokuzan posait ce koan, en même temps, il montrait la vacuité. Mais pour les élèves, c'est comme un piège, parce que quand on dit tu l'appelles un bâton, tu as 30 coups, tu l'appelles pas un bâton, tu as 30 coups, comment tu dois l'appeler? Les 30 coups, c'est considéré comme une punition. Donc, on a peur de dire comment je dois le dire pour ne pas prendre ces 30 coups. Alors, les 30 coups de bâton, c'est le piège, c'est le passe sans porte. C'est l'obstacle que le maître Tokuzan a placé dans l'esprit de l'élève pour tester sa capacité à percevoir, à ressentir la vacuité. En réalité, c'est dans le coup de bâton, c'est dans la manière de recevoir le coup, dans le fait de recevoir le coup, que le bâton, la vacuité du bâton prend tout son sens. Et c'est pour ça que quand Lindsay parlait de son maître Wangpo
qui, à chaque fois que Lindsay l'interrogeait, Wang Po lui donnait des coups de bâton. Alors il pensait au début que Wang Po avait quelques griefs contre lui, le prenait pour un imbécile, que ça ne servait à rien. En fait, Lindsay lui demandait qu'est-ce que le bouddhisme. C'est une question tout à fait normale, parce que pour quelqu'un qui est un novice, et puis après même quelqu'un qui est un peu ancien et qui ne comprend pas très bien la notion de vacuité, le Wang Po lui donnait des coups de bâton. Et Lindsay pensait, mais zut, enfin bon, et c'est pas possible, pourtant je dis pas des bêtises, pourquoi me frappe-t-il? Et Lindsay est allé voir un autre maître, et l'autre maître lui a demandé ce qu'il voulait, et Lindsay racontait, donc qu'il lui posait qu'est-ce que le bouddhisme, et Wang Po lui donnait des coups de bâton, et donc l'autre maître dit, bon alors qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Eh bien, Lindsay disait, ben, je veux savoir ce qu'est le bouddhisme, et donc cet autre maître lui donne aussi un coup de bâton. Donc finalement, qu'est-ce que voulaient dire ces deux maîtres, Wang Po et le deuxième, en donnant le coup de bâton? Eh bien, le bouddhisme, ce n'est pas disserter sur la vacuité des phénomènes, est-ce qu'on a une chose est A et non A, vous savez, ce fameux tétralemme de Nagarjuna. Le bâton, il n'y a qu'une seule façon de le sentir, c'est par ce coup. Alors évidemment, ça peut choquer, ça choque toujours un peu les gens qui disent mais il y a d'autres manières de dire les choses. Non, il n'y a pas. Du reste, Lindsay, quand il expliquait par la suite à ses élèves, il disait qu'il avait reçu des coups de bâton et que c'était, bon, après qu'il ait réalisé ce que son maître voulait lui dire, que c'était une caresse d'une branche d'armoise aromatique. Une caresse d'armoise d'une branche d'armoise aromatique. C'était donc quelque chose de doux, au fond. Hein. Et quand il demande à un autre élève, est-ce que qui veut bien, à d'autres des élèves, qui veut bien m'en donner un coup, il y en a un qui dit, ben, tel je le pourrais, et puis il hésite, et donc il le frappe encore. Donc ce sont des façons qu'avaient les maîtres anciens d'expliquer comment voir la vacuité. Donc c'est quelque chose qui doit être comme la clochette qui doit être frappée pour qu'un son puisse sortir. La clochette qui est vivante, c'est celle qui produit un son. Celle que vous entendez, celle qui est dans votre mental, vous pouvez frapper tant que vous voulez, il ne sort aucun son. Donc le bâton, tant que vous ne le goûtez pas, tant que vous ne recevez pas les coups, eh bien vous ne savez pas ce qu'est le bâton. Et quel que soit le nom, il le dit d'ailleurs Tokuzan, si vous dites que c'est un bâton, c'est 30 coups. Si vous dites que ce n'est pas un bâton, c'est 30 coups. Quel que soit le nom que vous lui donnez, la seule chose que vous puissiez comprendre, c'est les 30 coups. Donc ça répond à la question, existe-t-il des éléments extérieurs qui permettent de comprendre ou de sentir la vacuité? Eh bien, ça, c'est l'exemple parfait. Hein. Donc tout le reste, effectivement, là, ça ne sert pas à grand-chose. Après, il y a d'autres manières, effectivement, il y a d'autres koans qui permettent aussi de comprendre ce qu'est la vacuité. Par exemple, le koan de l'arbre, du bruit que fait l'arbre en tombant dans une forêt lointaine s'il n'y a personne pour entendre ce bruit. Est-ce que vous pouvez entendre le bruit de cet arbre? Évidemment, s'il n'y a personne, si la forêt est lointaine, eh bien, dans l'esprit de l'élève, c'est comme ces obstacles, c'est comme les 30 coups de bâton, c'est la punition. La punition, c'est la forêt, elle est loin, et puis il n'y a personne. Donc c'est un véritable obstacle pour pouvoir entendre ce bruit. Mais ça, ce sont des obstacles, le mot lointain, le mot bruit,
hein, le mot personne, il y a personne, ce sont les passes sans porte, c'est-à-dire les obstacles qu'ont posés les patriarches pour tester votre capacité à entendre ce bruit. Si vous dites ben, c'est loin, il n'y a personne, eh ben, il n'y a personne qui entend. Donc le bruit, personne ne peut l'entendre. Eh bien ça, c'est la même façon c'est la même chose que le bâton. Si vous avez peur de prendre les 30 coups, eh ben, vous allez vous échapper, vous allez faire en sorte de ne pas subir ces 30 coups. Donc vous allez vous recroqueviller vers quelque chose, vous allez disparaître de la scène de la vie. Hein. Et donc en admettant qu'il n'y a personne, que la forêt est lointaine, ce bruit-là, donc c'est quelque chose un bruit c'est quelque chose qui fait référence à quelque chose qui s'entend, eh bien vous ne pouvez pas l'entendre. Mais si vous avez compris votre vraie nature, la vacuité, alors vous êtes capable d'entendre ce bruit. D'ailleurs, c'est même pas forcément un bruit. C'est même pas donc, si c'est pas un bruit, c'est pas forcément, vous l'entendez pas forcément avec vos oreilles. Vous pouvez le voir, ce bruit. Vous savez, Aquin disait, si vous entendez le bruit d'une seule main, vous êtes canon, vous êtes éveillé. Donc le bruit d'une seule main, c'est ça aussi, l'obstacle, c'est le bruit ou le son hein, d'une seule main. Que fait le son d'une seule main? En fait, quand on applaudit, tout le monde entend ce bruit. Mais est-ce qu'on est capable d'entendre le bruit d'une seule main? Ben, à partir du moment où on parle de son ou de bruit, on fait référence à quelque chose qui est lié à la modalité sensorielle qui est l'ouïe. Mais le son d'une seule main, on ne l'entend pas avec ses oreilles, on ne le voit pas avec ses yeux. Et en fait, lorsque un maître montre une seule main, ben, il vous la montre pour que vous l'entendiez. C'est donc pas forcément avec vos oreilles que vous devez l'entendre. C'est ça qui est important. C'est que cette seule main, elle soit pas uniquement un concept. Si cette main est un concept, vous n'entendrez pas son son. De la même façon que vous n'entendez pas le son que fait la clochette. Et on pourrait multiplier les exemples. Hein. La fleur de Mahakashyapa, que le Bouddha montra à Mahakashyapa. Pourquoi il y avait 500 bodhisattvas et aryas, des Shravakas, qui sont les auditeurs, et il y avait donc parmi les Shravakas, il y avait Mahakashyapa, qui est un Shravaka, c'est moins évolué qu'un bodhisattva normalement. Et pourtant, Mahakashyapa, quand le Bouddha montra une fleur, enfin c'est ainsi que c'est raconté, hein, la légende raconte que le Bouddha montra une fleur. Mais en réalité, cette fleur, pourquoi les autres bodhisattvas n'ont pas pu la voir? Ils ont bien vu, il y a quelque chose qui s'est passé entre le Bouddha et Mahakashyapa qui fait que cette fleur était autre chose qu'une fleur. Si je vous demande, montrez-moi la fleur que le Bouddha a montrée à Mahakashyapa, là tout de suite, eh bien, c'est un peu comme si je vous demandais quel est le bruit que fait cet arbre en tombant dans la forêt lointaine. C'est quelque chose qui vous semble impossible. En fait, les koans, c'est des énoncés de choses qui sont impossibles à faire d'un point de vue intellectuel, parce qu'on a ses propres limites intellectuelles. Si on fait l'impasse de ces limites, si on laisse les choses s'exprimer telles qu'elles sont, eh bien la vacuité, elle est là. Mais bon, encore une fois, il ne suffit pas de le dire. Il faut quand même une expérience qui montre que cette vacuité, c'est bien cette forme, avec ce nom. Et même le nom étant trop. Hein, même le nom est déjà un objet surnuméraire. Quand vous entendez la clochette,
le son est un objet surnuméraire. Le nom, la clochette est un objet surnuméraire. C'est quelque chose qui est en plus. Vous n'avez même pas besoin de le dire. Le son est là. Vous n'avez même pas besoin de penser à ce son. Le son, il se manifeste que vous soyez prêt ou pas à l'entendre. C'est quelque chose qui vient spontanément. Alors je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question, enfin il me semble que oui. Hein. Est-ce que c'est compris ça je ne sais pas. Hein. C'est un peu improvisé. Et je me suis rendu compte que en fait, plus on essaye d'expliquer les choses, plus c'est compliqué à comprendre. Et que quelquefois, ben, il suffit d'y aller simplement. Mais on a tellement perdu le rapport à la simplicité qu'on finit par s'embrouiller l'esprit avec des concepts, des objets surnuméraires, des choses qui, loin de nous éveiller, nous éloignent au contraire. Hein. Alors ce qui ne veut pas dire non plus qu'il faut taire tout ça. En fait, il faut à chaque fois dépasser les obstacles. Lorsque vous entendez quelque chose que vous ne comprenez pas, ce n'est pas parce que vous ne le comprenez pas que c'est mal dit ou que c'est mal exposé. C'est parce que il y a quelque chose en vous qui fait obstacle. À partir du moment où il n'y a plus d'obstacle, vous comprenez les choses, vous les voyez telles qu'elles sont, vous les ressentez. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette fois. Je vous remercie.